Voler dans l'espace, marcher sur la Lune, un rêve d'enfant qui peut devenir réalité. La NASA et l'Agence spatiale européenne recrutent. Alors c'est sûr, il y a de sacrés critères de sélection. Et pour nous en parler ce soir, eh bien, qui de mieux qu'un astronaute lui-même. Bonsoir Jean-François Clairvoy. Bonsoir. D'ailleurs, est-ce qu'on dit astronaute, spationaute, cosmonaute? C'est quoi le bon terme? Les termes veulent dire la même chose. Traditionnellement, on utilise le terme correspondant à la nationalité du vaisseau sur lequel on vole. En France, on a inventé spationaute, mais comme aujourd'hui, on n'a plus qu'un corps international européen, le terme officiel, c'est astronaute. Mais en fait, tous les termes sont corrects. Et cosmonaute, ça vient plutôt de Russie, c'est quand on vole à bord d'un vaisseau russe. D'accord. Un Français qui vole chez un Russe, on va parler d'un cosmonaute. Dès qu'il vole sur un vaisseau américain, on va parler d'un astronaute. Jean-François Clairvoy, vous aviez 10 ans quand le premier homme a marché sur la Lune. La conquête spatiale, ça a bercé votre enfance. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? C'est sûr qu'entre un père pilote de chasse et les missions Apollo, je me voyais le faire plus tard. Je me disais, ouais, c'est cool, surtout qu'on nous faisait croire qu'adulte, ce serait donné à tout le monde. Donc je me disais, quand je serai grand, j'irai sur la Lune. Je n'ai pas pensé à l'époque que j'en ferais un métier, mais que j'irai pour le fun. Alors, les candidatures aujourd'hui, pour tous ceux qui peuvent se dire aussi, moi, j'ai envie d'embrasser une carrière d'astronaute ou d'apprenti astronaute, vont ouvrir bientôt, après l'été. Vous avez eu la chance de voler 3 fois dans l'espace. On va regarder, alors d'abord, les critères de base. Les voici, avoir entre 27 et 37 ans, faire une taille entre 1,53 m, c'est précis, et 1,90 m, et puis avoir un niveau master en sciences, donc est très, très bon quand même en maths. Alors ça, c'est les critères de base, mais le concours est redoutable. Il y a des critères de sélection qui vont bien plus loin. Lesquels? Alors en fait, aujourd'hui, on sélectionne dans 3 catégories. Les pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'avions de ligne, comme Thomas Pesquet, sous-mariniers, plongeurs professionnels, ça c'est les métiers opérationnels. Et après tous les métiers techniques d'ingénieur, donc ingénieur en astronautique, en propulsion, en informatique, etc. Et parmi les scientifiques, il y a un éventail extrêmement large. Vous avez aujourd'hui dans le corps des astronautes, l'Allemand qui était commandant de bord de l'ISS il y a 2 ans, il est vulcanologue. Vous avez aussi océanographe, vétérinaire, chimiste, biologiste, astrophysicien, physicien nucléaire. C'est très très large, mais ça reste matheux quand même. Et alors il va falloir passer des tests très précis qui ne sont pas forcément des tests ordinaires, qui ne sont pas juste des tests purement de maths ou de calcul. Lesquels? Alors c'est vrai que le processus d'embauche, contrairement à des interviews pour un poste dans une société, là, il s'étale sur 1 an. Il y a en gros 6 à 7 étapes, une tous les 2 mois, le temps de traiter les informations d'une étape précédente. Et c'est comme un entonnoir. On retient à la fin d'une étape 10% qui vont à l'étape suivante, puis on retient 10%. Justement, qu'est-ce que vous vérifiez à tout prix? Alors, on commence au départ par faire ce qu'on appelle du select out en anglais. C'est-à-dire, on détecte les profils qui n'ont rien à voir à faire là-dedans, qui n'ont pas à faire ce métier. Mais parmi les finalistes, quand il ne reste plus que 200 personnes, là, on cherche les meilleurs parmi ces 200. Donc, au départ, on élimine ceux qui ne sont pas faits pour le job. Avec des capacités de mémorisation ou alors de réflexion dans la tête en bas ou dans des situations quand même étonnantes? Voilà, alors il y a des tests psychologiques, techniques et psychomoteurs. Psychologiques, c'est des tests de personnalité. Est-ce que vous êtes plutôt une personne équilibrée, stable émotionnellement? Quel est votre caractère? Très introverti, extraverti? Vous aimez travailler en groupe? Vous aimez être solitaire? Voilà, la personnalité. Quels sont les traits éliminatoires? Et là, on cherche en fait les pathologies, les fous, les excentriques, etc. Mais il y a des personnalités vraiment très très variées dans le corps des astronautes. Après, les tests psychotechniques, c'est typiquement des tests de quotient intellectuel, le fameux QI, tests de mémoire, de logique, de raisonnement. Et là, il ne faut pas stresser parce que parfois, on sent qu'on veut avoir la réponse, puis le temps est compté. Et enfin, les tests psychomoteurs, c'est des tests d'adresse gestuelle. Parce que les astronautes, le métier d'astronaute aujourd'hui, en une phrase, c'est opérateur de machines complexes, qui peut être le vaisseau, le scaphandre, le bras robotique. Donc, il faut apprendre à manipuler avec les mains et de façon parfois à droite, donc comme ce qu'on demande des pilotes. Et pour ça, il y a des tests d'habilité gestuelle, comme des jeux vidéo. Vous avez fait partie du jury de la promotion de Thomas Pesquet en 2008. Quand vous l'avez vu pendant les tests, est-ce qu'il sortait du lot? Est-ce que vous vous êtes dit, là, on a quelqu'un de hors du commun? Il était, en fait, comme les 50 qu'on a sélectionnés parmi les 200, il était bon partout. Donc, excellent travail en équipe, savoir écouter, savoir placer ses idées et en avoir des idées d'abord. Parce que vous pouvez n'avoir aucune idée puis être sympa avec tout le monde, mais il faut aussi être constructif. Et lors du test individuel, de l'interview individuelle, il était très à l'aise, bon communicant. On voyait qu'il raisonnait très vite.
on sentait qu'il voulait faire ça au fond de ses tripes. C'est très important de sentir dans les tripes du candidat qu'il a vraiment envie de faire ça et qu'il ne tente pas juste comme ça pour voir. Mais vous dites en même temps, vous me disiez en préparant l'interview, il ne faut pas non plus être trop parfait, des réponses trop parfaites, ça doit alerter. Alors, les tests psychologiques consistent à remplir un questionnaire, il y a 1000 à 2000 questions, à choix multiples, donc vous avez 4-5 réponses possibles. Et parfois, parmi les réponses possibles, il y a évidemment celle qui n'est pas du tout bonne. On n'a pas envie de choisir. J'ai envie de taper sur tout le monde le matin quand je me lève. Et puis celle où je cherche toujours à résoudre calmement les conflits avec les autres. Mais si on répond trop souvent par la réponse parfaite, on détecte que le candidat a menti. Mais si on répond, j'ai envie de taper tout le monde le matin quand je me lève, ça ne marche pas non plus. Voilà. Mais personne n'a une personnalité parfaitement idéale. Et ce n'est pas bon d'ailleurs. Donc les tests se recoupent et les psychologues nous disent, vous savez, répondez ce qui vous convient à vous et pas ce qui vous paraît le mieux, parce que de toute façon, on le verra. Alors, à quoi ressemble la vie d'un astronaute au quotidien? On imagine que c'est une discipline de fer, un sacerdoce finalement. On voit des images d'ailleurs dans l'espace. Alors, le métier d'astronaute consiste essentiellement à travailler sur Terre, à s'entraîner pour une mission. Et lorsqu'on n'est pas affecté à une mission, on a un rôle dans le programme. Et une fois qu'on est dans la station spatiale? Ah, à bord. Alors, à bord de la station spatiale, c'est un travail de laborantin. La station spatiale est avant tout un laboratoire de recherche. 70% du temps, l'astronaute active des manips scientifiques. 20%, il entretient la station, comme à la maison, quand on passe l'aspirateur, on nettoie, c'est pareil, il faut parfois remplacer les pièces défaillantes, donc parfois sortir dans l'espace, travailler avec la robotique pour se faire ravitailler. Et puis, il y a un minimum de 2 heures par jour de sport, tous les jours. Oui, pour la densité osseuse, la musculature, mais est-ce qu'il y a des conséquences aussi sur le corps délétères ou néfastes d'un passage dans l'espace? Alors, effectivement, ces 2 heures de sport sont faites pour minimiser les impacts qui sont là de toute façon. On subit des changements du système musculaire, les muscles s'atrophient, osseux, on perd de la densité osseuse, urinaire, digestif, cardiovasculaire, visuel, immunitaire, vestibulaire. Donc, on devient extraterrestre. Et il y a des radiations particulières? Alors, en plus, on subit les rayons cosmiques plus fortement que sur Terre, parce qu'on est plus en altitude. Le champ magnétique terrestre nous protège quand même beaucoup, mais on est beaucoup plus irradié que vous qui êtes sur Terre. Donc, des risques de cancer? Donc, le risque de cancer est plus grand, mais il reste acceptable par rapport au droit du travail. Alors, vous avez voyagé 3 fois dans l'espace, on le disait. Est-ce qu'on se remet d'un tel voyage? Est-ce que vous avez jamais réussi à atterrir? Vous savez, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai dans ma tête des souvenirs, des images, des mémoires, des succès partagés avec les collègues. Et à tout moment, je peux fermer les yeux et me retrouver là-haut. Et je rêve parfois la nuit que je suis en train de refaire une de mes missions. Alors, on ne sait jamais, quand on est affecté à une mission, si on volera après. C'est pour ça que quand j'étais nommé coach pendant 1 an de la nouvelle promo, je leur disais, quand vous êtes affecté à une mission, donnez-vous à fond parce qu'on ne sait jamais si on revolera après. Eh bien, merci Jean-François Clerval de nous avoir fait rêver. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Rowe, une émission consacrée au coronavirus qui s'intitule « Le virus qui affole l'économie mondiale ». Bonne émission à vous.